On se retrouve donc pour voir un petit peu ce que c'est que le contrôle, donc comment voilà, être précis et rapide sur le tapis de jeu. Et en fait, pour faire avec un exemple, on va juste prendre l'exemple du virage. Ok, donc en fait, toute cette séance-là, on va essayer, et puis on va potentiellement y arriver, à tourner de 90 degrés, mais rapidement et avec précision. Donc là, de façon par exemple, de façon, comment dire, comment vous feriez pour tourner de 90 degrés là, avec le robot? Si je mets hop, mon programme et mon robot, c'est quoi la façon que vous utilisez, vous, pour tourner de 90 degrés? Ben, pour ma part, dans certains cas, on peut peut-être là, s'accoter sur un mur, puis aller rejoindre une ligne avec un capteur de couleur, par exemple, quand on sait que cette ligne-là est à 90, mais sinon, si on n'a aucun repère, on va utiliser le gyroscope. Mhm. Bah c'est ça, là, on va vraiment prendre le robot comme il est là, et on va juste lui demander de tourner de 90 degrés. Et donc ma question, c'était plus au niveau de la programmation. Là, qu'est-ce que c'est quoi qu'on lui donne comme consigne? Moi, je t'avoue que là, je suis pas très Scratch. Alors en Je français, en suis français. avec le LabVIEW, mais en français, là, dans le fond, euh, on pourrait mettre le mode de gyroscope Ouais. en détection d'angle. Mhm. Je Et ne sais puis, pas si c'est dans les options. ouais, 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 ouais. On a là les Est-ce qu'il y capteurs. a, il y a ça? Ouais, on a Oui, les OK. capteurs ici, on va pouvoir venir prendre l'angle. Donc ici, sur Spike Prime, il y a il y a trois axes, ok? Donc on a, si je vais mettre mon robot en grand écran, donc on a l'axe euh, de tangage, ok, comme ça. On a l'axe de roulis, comme ça. Et ensuite on a l'axe de lacet, hop, comme ça. C'est comme sur les avions. Euh, Et donc comment dire, le gyroscope de Spike Prime nous permet de mesurer autour des trois axes, donc c'est assez intéressant. Donc nous, ce qui va nous intéresser là, c'est l'axe de lacet. Donc je vais mettre ça sur le côté. Et en fait, donc, comme tu disais, on va lui demander de commencer à tourner, par exemple vers la droite, On voit et plus de ton s'arrêter. écran, Gaëtan. Ah oui, merci, merci. On va commencer à tourner par exemple vers la droite, et puis on va lui demander de s'arrêter quand il atteint 90 degrés. Voilà, et ça en général, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'arrête vraiment à 90 degrés ou pas? ben, pas le mien, là. Généralement, faut, Exactement. faut, Et c'est faut ça qu'on va. s'amuser un tout petit peu là, avec essai-erreur. Exactement. Et c'est ça qu'on va corriger aujourd'hui. Comment vraiment s'arrêter à 90 degrés. Donc là, juste pour la démo, bien sûr, je vais faire une petite, ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je cherche le bloc attendre, euh, voilà, attendre jusqu'à, alors, petit, j'attends. Donc là, tu vas voir un petit peu la programmation Scratch. Donc j'attends jusqu'à ce que mon angle donc de lacet il soit supérieur à 90. Et donc bien sûr, je vais venir réinitialiser mon angle de lacet parce que voilà, euh, je veux voilà, tourner de 90 degrés maintenant, de façon, comment dire, là il est sur l'axe, je veux qu'il soit sur l'axe 0 en ce moment, et qu'il tourne de 90 degrés. Voilà. Donc je vais venir réinitialiser voilà, mon angle sur 0, je commence à tourner à droite, j'attends jusqu'à ce qu'il atteigne que l'angle soit supérieur à 90 degrés, et là, je vais venir arrêter mes déplacements. Hop, allez, on envoie ça. Ah ben, incroyable, mon robot vient de s'éteindre à l'instant. Donc je vais le rallumer. Faut que tu définisses les moteurs aussi, Gaëtan. Sinon, il ne va pas les trouver. Donc normalement, tu as raison. Les Mais moteurs par défaut normalement par défaut, mais tu as raison, je vais le faire. Je vais définir mes moteurs. Donc là, alors, je vais connecter. Un peu comme quand on fait de la programmation, il faut définir les variables. C'est un peu ça le Exactement. principe.
C'est exactement ça. En fait, là, on va lui indiquer quels sont les moteurs. En fait, on le faisait aussi hein, sur EV3 avec LabVIEW, Oh, oui. mais là, disons, c'est un petit peu différent. Donc, on va juste venir définir les moteurs. Donc, moi, c'est A et E. Alors, c'est A et E, et attention, c'est pas E plus A, voilà, A et E, pour bien gauche-droite. Mon moteur gauche, c'est bien le A, mon moteur droit, c'est bien le E. On va ensuite euh, alors définir. Bon, la rotation du moteur, je vais pas la mettre parce que j'en ai pas besoin, parce que j'utilise pas les rotations de moteur, mais je vais venir définir la puissance. Donc là, moi, comme j'ai des grosses roues, je vais mettre 30%. Donc allez, on teste ça. Ah, juste un autre truc. Moi, comme je, quand on regarde un petit peu les résultats, je vais venir tracer des graphiques. Hop, donc pour ça, je vais juste aller venir sélectionner les graphiques linéaires. Et ça va me permettre de tracer des graphiques. Donc je vais prendre le bloc. Ah! Oui, non, en fait, ça sert à rien que je trace les graphiques, parce que j'ai pas de boucle. Bon, on verra ça plus tard. Je vais, je vais lancer mon programme. Voilà. Bon, et comme vous y attendiez tous, mon robot s'arrête à 103 et pas 90. Donc, là, ce que font en général les équipes, c'est que ils vont venir corriger en mettant si je tourne avec une vitesse de 30%, alors je sais que j'ai tant d'erreurs, donc je vais venir mettre 90. En fait, ma consigne, moins, par exemple, dans notre cas, 13. Puis voilà, mais le problème avec ça, c'est qu'à chaque fois qu'on change de vitesse, il faut refaire des essais-erreurs. Okay, donc, on va commencer. En fait, on va entrer dans le dur du sujet. C'est maintenant qu'on a vu le problème, que c'est pas précis, on va commencer à voir ce que sont que les correcteurs PID. Donc PID pour proportionnel, intégral, dérivé. Donc vous inquiétez pas, c'est assez simple, hein, c'est proportionnel, ça va juste être des multiplications, les intégrales, ça va juste être des additions, et les dérivés, ça va juste être des soustractions. Donc, on va regarder comment fonctionne un correcteur proportionnel dans un premier temps. Donc, tout à l'heure j'ai parlé de PID, mais on va pouvoir décortiquer en proportionnel, juste intégral et juste dérivé. Donc là, on va regarder comment fonctionne juste un correcteur proportionnel. Donc, je lui donne une consigne. Si vous regardez mon écran là, je lui donne une consigne. Donc ma consigne, ça va être l'angle à laquelle je veux qu'il aille. Donc dans notre exemple aujourd'hui, ça va être 90 degrés. Et en fait, bon, dans le premier tour de boucle, on va dire qu'il ne va rien faire, parce qu'on va venir chercher la position grâce au capteur, ok? Donc, si ma consigne c'est 90, si ma consigne c'est 90, et que mon capteur, ici, il m'affiche que là, pour l'instant, en ce moment, mon robot est à 0, et bien il va venir faire la différence entre ma consigne et ma position. Donc 90 moins 0, ça fait une erreur de 90 degrés. Donc ça me calcule mon erreur. Mon erreur à ce moment-là est de 90 degrés. Le 90 degrés, je vais venir le passer dans mon correcteur proportionnel. Et lui, mon correcteur proportionnel, c'est tout simplement une multiplication de mon erreur avec un coefficient Kp qu'on va déterminer par la suite. Ensuite, une fois que mon erreur a été multipliée par mon coefficient Kp, ça me donne ma commande. Ma commande, je vais la donner au moteur. Et ensuite, on va refaire la boucle comme ça. On va remesurer la position. Donc, la position aura changé. Elle sera par exemple de 15 degrés. On va remesurer l'erreur. Donc, consigne moins position. Donc, 90 moins 15, ça me donne une autre erreur. Ça va remultiplier par le coefficient. Et ça va me redonner une commande au moteur. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que donc la boucle, elle s'effectue en très peu de temps. Hein, ça se compte en millisecondes. Et donc, chaque temps de boucle, donc à partir de, par exemple, je ne sais pas combien ça met de temps pour faire une boucle, mais disons 30 millisecondes, toutes les 30 millisecondes, la commande au moteur va changer. Et une fois qu'on arrive à 90 degrés, il devrait s'arrêter. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions pour ça avant qu'on commence la programmation? Ça va? Ah, Alors, ça c'était mes blocs de tout à l'heure, on a vu que ça marchait pas bien,
je supprime tout. Et on va commencer. Donc on a dit, je vais faire par étapes, d'accord? Donc déjà, on sait qu'on a une boucle, ok? Donc moi, je vais venir prendre une boucle, pour le moment, infinie. Je vais la placer ici. Et dans ma boucle, on a dit, il faut que je mesure l'erreur. Donc je vais mettre une note, ok? Mon erreur, j'ai dit, c'est égal à ma consigne moins ma position. Hop. Ensuite, il faut que je détermine ma commande. La commande, c'est égal à mon erreur multipliée par mon coefficient Kp. On va le déterminer après, le coefficient Kp. Et ensuite, il va falloir que je donne ma commande à mes moteurs. D'accord? Commande, donc moi c'est moteur A et E. A et E. Voilà. Ça, c'est la logique qu'on va faire dans notre boucle. Donc, tout simplement, on va venir créer une variable. Je vais créer une variable ici. Je vais l'appeler erreur. Hop. Je vais pouvoir mettre mon erreur. On a dit l'erreur c'était quoi? C'est la consigne moins la position. Donc je prends mes opérateurs, mon opérateur moins, et là il me faut d'autres variables. Je vais créer consigne. Hop. Je prends ma variable consigne, je la mets là. Et la position, en fait Lego a déjà créé une variable pour la position. Elle est ici. Donc c'est mon angle de tangage. Hop, je ferai ça. Parfait. Donc là, on a mon erreur. Maintenant, l'erreur, il faut que, en fait, moi, j'ai besoin de donner une commande au moteur. Donc, je vais créer la variable commande. Et ma commande, on a dit que c'était l'erreur fois Kp. Je prends mes opérateurs. Je vais prendre ma variable erreur. Hop. Et je vais créer ma variable Kp. Ici. Ensuite, je vais prendre mes moteurs individuellement. Et je vais définir leur vitesse. Donc je prends E par exemple, et je définis la vitesse de E à commande. Là, je duplique. Je vais faire pareil. Je vais... Bon. Ok. Je vais faire pareil pour mon moteur A. Paf. Et ensuite, là, on a juste défini la vitesse des moteurs. Maintenant, il va falloir leur demander de démarrer. Donc, là, je démarre. Hop. Moi, j'ai choisi dans ce sens parce qu'en fait, moi, quand mes moteurs tournent de façon anti-horaire, mon moteur va tout droit. Donc, c'est pour ça que les miens sont dans ce sens. Mais après ça, chacun a son robot différent. Et je vais faire pareil pour eux. Donc, là j'ai ma base. Ok, moi vu que je veux qu'on regarde un petit peu le résultat de façon graphique, je vais venir renseigner des trucs sur le graphique. Donc en bleu, je vais mettre ma consigne. Hop. Et puis en rouge, je vais mettre l'angle actuel du moteur. Du robot, pardon. Pas du moteur, du robot. Hop, en rouge. Voilà. Donc ça va être un petit peu la base de mon programme. Maintenant, vu qu'on est en programmation, on va devoir initialiser les variables. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais mettre en fait toutes mes variables à 0 pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus d'anciens programmes. Donc je mets commande à 0, je mets consigne à 0, je mets erreur à 0, et là je vais venir attendre juste 0,1 seconde pour être sûr que mon programme il ait le temps de tout initialiser à 0. Donc je vais attendre 0,1. Voilà.
Et là ensuite, je vais définir mon coefficient Kp. Donc Kp, c'est juste un coefficient multiplicateur, comme vous avez vu, qui multiplie l'erreur. Donc ça, il faut le trouver par essai-erreur en fonction de chaque robot. Pour rester simple, hein, il y a d'autres moyens de le trouver, bien sûr, mais nous, pour rester simple, on va le trouver par essai-erreur. Et bon, vous allez voir, moi, j'ai trouvé que c'était 3 pour ce robot. Donc on va mettre 3 pour le moment, et puis après, on changera, et puis vous verrez ce que ça change. Donc Kp, je dis que c'est égal à 3. Hop. Et ensuite, moi, je veux que mon robot tourne de 90 degrés. Donc je mets ma consigne à 90. Et voilà. Bon, donc ça ressemble à ça. Ok. Je pense que tu dois utiliser l'angle de l'AC directement pour tout le tangage. Oui, merci, merci. Lacé, sinon ça risque de pas bien marcher. Parfait. On va... Je vais mettre en... Hop. Hop. Je vais lancer mon programme. Et ça n'a pas marché. Ah, si ça marche, c'est bon. Donc là, vous le voyez, il est comme ça. Si jamais je viens l'embêter, si je le fais bouger, hop, il va se remettre, ok? Parce que je lui ai dit de rester à 90, donc si jamais je viens le faire bouger un petit peu, lui, il va toujours se remettre. D'accord? Voilà. Donc hop, si je le remets comme ça, hop, il n'a pas envie, il se remet. Voilà, je vais l'arrêter. Et puis on va regarder le graphique, ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai mon graphique qui vient d'apparaître. Alors là, le graphique, c'est sûr qu'il ne va pas être très clair parce que je l'ai fait bouger. Donc il ne va pas être très clair, ok? Donc l'idée, en fait, je vais relancer le programme pour avoir un graphique un peu plus clair. Voilà, ça c'est bon. Donc si je regarde mon graphique, qu'est-ce que je vois? Donc en rouge, on a l'angle du robot, et en bleu, on a la consigne. Donc moi, je vais demander d'aller à 90 degrés, d'accord? Je vais demander à 90 degrés. Au début, on le voit, il était à moins 13 degrés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mesuré son erreur, il a vu qu'il n'était pas à 90 degrés, donc il a multiplié donc moins 13, moins 90 par le coefficient Kp de 3, et donc ça fait que les moteurs ont tourné très vite pour rejoindre la consigne, d'accord? Quand on se rapproche de la consigne, il ralentit un petit peu, mais il est allé trop vite, il a vu qu'il a dépassé les 90 degrés, et donc l'erreur devient négative, donc les moteurs se mettent à tourner dans l'autre sens. Là, il a vu qu'il était encore allé trop vite, il a redépassé, donc ils sont encore tournés dans l'autre sens, etc., etc., jusqu'à atteindre, jusqu'à essayer d'atteindre 90 degrés. Ok? Est-ce que ça va pour ça? Oui. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce niveau-là ou pas? Moi, ce qui me rend un peu perplexe, c'est pourquoi il a atteint le 90 pendant quand même quelques millisecondes et qu'il a continué de bouger. Ouais, donc en fait, parce qu'il n'a pas atteint 90, il a atteint 88. Et donc, ok. vu qu'il a atteint 88, en fait, le programme a essayé de corriger. Et là, en Mais fait, trop. exactement, il a trop corrigé. Tout simplement, ça, c'est parce que mon coefficient Kp, il est trop élevé. Donc, Ok. parce que mon coefficient Kp, en ce moment, il est de 3. D'accord? Maintenant, pour vous montrer un petit peu comment la puissance un petit peu de ça, je vais modifier mon Kp, ici. Je vais le mettre à 2. On va refaire. Je vais relancer le programme. Ok. Voilà, donc là, vous voyez qu'il essaye de corriger encore parce qu'il n'arrive pas à atteindre la consigne. Donc là, même principe, sauf que vous voyez que cette fois, il fait un petit peu moins de vagues. Bon, ici, on a toujours, des petits, comment dire, des petits à-coups, mais il fait quand même un petit peu moins de vagues. Tout à l'heure, on avait bien 3 vagues, là, on en a plus qu'une. Et on va encore baisser ça. Je vais le mettre, par exemple, à 0,5. Donc là, vous voyez qu'il va beaucoup moins vite. Il va beaucoup moins vite, et du coup, il dépasse beaucoup moins la consigne.
Donc on est parti de moins 16, et là on a juste dépassé de 3, puis là il a réussi à se corriger, et puis là on avait juste 1 degré d'erreur, ça on va dire que c'est acceptable, et à 1 degré d'erreur, en fait là mon coefficient KP n'était pas assez élevé pour qu'il corrige. Mais ça on va voir, on peut encore corriger plus tard, on le verra après. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que là on vient de mettre en place un correcteur proportionnel. Donc ça veut dire que pour l'instant on a juste pris l'erreur, on l'a multiplié par un coefficient, et ça nous permet, en fait, plus le coefficient est élevé, plus la correction va aller, enfin, plus le robot va bouger vite vers la consigne, mais par contre il risque de dépasser. Si on baisse le coefficient, le robot va bouger moins vite et il risque de moins dépasser la consigne. Ça va pour ça? Oui. Parfait. Donc, ensuite, donc ça c'était bien un correcteur proportionnel. Maintenant, on va mettre en place un correcteur proportionnel dérivé. Donc là, je reprends mon exemple de correcteur proportionnel, et en fait, on va lui ajouter une, comment dire, mince, j'ai oublié le nom, mais une branche, disons, d'accord? Ça va devenir un correcteur proportionnel dérivé. Cette fois, mon erreur, elle va à la fois elle va à la fois être multipliée par mon coefficient de proportionnalité Kp, mais aussi on va venir mesurer la différence de l'erreur entre la boucle précédente et la boucle actuelle pour voir, en fait, grâce à ça, on va juste voir le taux d'évolution, en fait, le taux de rapprochement de la consigne. Donc en fait, le correcteur dérivé, ce qu'il va amener d'intéressant, c'est que il va pouvoir voir si on se rapproche vite de la consigne ou si on se rapproche doucement de la consigne. Si on se rapproche vite de la consigne, il va demander au robot de ralentir, et si on se rapproche doucement de la consigne, il va demander au robot d'accélérer. Et donc tout ça encore, c'est juste grâce à des multiplications et des soustractions. Donc, on va mettre en place le correcteur proportionnel dérivé. Et donc là, dans ma boucle, cette fois, je vais rajouter, en fait, et je vais venir calculer la variation de mon erreur. Donc la variation, c'est la variation entre la boucle actuelle et la boucle qu'on a fait juste avant. Variation erreur. Donc ça va être mon erreur moins mon erreur précédente. Et ensuite, à ma commande, voilà, ma commande va changer ici. Je vais la faire passer en bas. Et ma commande, hop, ma commande ici. Voilà, c'était erreur fois Kp. Et là, on va tout simplement rajouter plus variation erreur fois Kd, notre coefficient de proportionnalité de la branche dérivée. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué, mais finalement, c'est juste des soustractions et des multiplications. On va voir comment mettre en place ça. Donc là, il me faut une nouvelle variable. Donc ma variable variation erreur. Et il me faut mon nouveau coefficient Kd, qui est pour le correcteur dérivé. Donc, ma variation de l'erreur, je vais venir la mesurer dans la boucle. Variation erreur. Donc j'ai dit quoi? C'est mon erreur moins mon erreur précédente. Donc j'ai besoin de mon erreur. Oups. Je vais prendre mon opérateur, moins. Et là, voilà. Et là, j'ai besoin Et de là, mon erreur. j'allais dire, là, il ne faudrait pas oublier de les mettre à zéro comme les autres variables au début. Ouais, exactement. Exactement, c'est ce qu'on va faire. Mais juste avant, j'ai besoin de mon erreur précédente. Comment est-ce que je trouve mon erreur précédente? Avec une autre variable que tu enregistres.
à la fin de la boucle. Exactement. Enregistre erreur actuelle dans variable. Exactement. Donc j'ai besoin d'une erreur précédente. Que je vais venir déclarer ici, une fois que ma commande est placée. Donc je la mets ici ou à la fin. Ouais. C'est ça. Erreur précédente, donc ça va être égal à l'erreur. Ok. Parce que, regardez, je calcule mon erreur ici. Là, j'utilise mon erreur dans variation erreur et dans commande. Donc c'est bon, là, l'erreur pour cette boucle, elle est calculée et utilisée. Et donc là, je la stocke pour la boucle prochaine. D'accord? Je la stocke pour la prochaine boucle. Et dans la prochaine boucle, elle s'appellera erreur précédente. Ok? Et là, je vais prendre, hop, erreur précédente, ici, et je vais le mettre ici. Voilà. Et donc, comme tu disais, Alain, on va venir ici mettre tout ça à 0. Voilà. Hop. Et ensuite, il faut que je déclare aussi mon KD. Donc là, pareil, les deux coefficients, c'est un petit peu à faire avec des essais-erreurs. Moi, pour ce robot en particulier, j'avais trouvé donc 0,25 pour KD et 1,75 pour KP. Donc si je reprends rapidement, donc mon coefficient KP, c'est lui qui va définir en fait la vitesse à laquelle on va se rapprocher de la consigne, d'accord? Donc plus KP est élevé, plus le robot va aller vite vers la consigne. KD, quant à lui, en fait, la branche proportionnelle, elle va regarder comment est-ce qu'on se rapproche de la consigne. Est-ce qu'on s'en rapproche vite ou est-ce qu'on s'en rapproche doucement? Si on s'en rapproche vite, ça va faire ralentir le robot. Si on s'en rapproche doucement, ça va faire accélérer le robot. Et donc, en gros, plus mon KD est élevé, en quelque sorte, plus ça va faire ralentir le robot. C'est bon? Je vais lancer mon... je vais lancer mon programme. Je mets mon robot comme ça. Je lance. Voilà, vous voyez qu'il est... Je sais pas pourquoi aujourd'hui il n'est pas très stable. Il a décidé de ne pas être très stable aujourd'hui. Je vais baisser un petit peu KP. Est-ce que tu utilises dans la consigne, on voit pas très bien à l'écran. À quel endroit tu utilises ton KD? Donc, forcément, j'utilise pas KD, merci. Ouais, c'est ça, on l'a pas encore mis, ouais. Merci, ouais, c'est que j'ai oublié de mettre KD dans la commande. Donc, merci pour ça. Donc, c'est dans la commande, en fait, qu'on va l'utiliser. Voilà. C'est pour ça que je me disais, il n'y a pas beaucoup de changements. Pas de changement, ouais. Donc là, ça, c'est ma partie proportionnelle, voilà. Je la mets là. Et je vais ajouter ma partie dérivée. Donc la partie dérivée, comme on voit dans le commentaire, c'est la variation de l'erreur fois KD. Donc variation erreur, hop, fois KD, hop, et je l'ajoute à la commande. Voilà. Donc là, on devrait avoir normalement la différence devrait être marquée normalement. Je vais remettre 75 ici. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Sur le graphique, je vous l'accorde, c'est un peu difficile à voir, mais on va comparer les deux après. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, on est allé beaucoup plus vite, parce que l'échelle du graphique, regardez, en à peine une seconde, allez, 1 seconde et demie, on est réussi à atteindre la consigne. Alors qu'avec le proportionnel seulement, on mettait environ 3 secondes. Excuse-moi Gaëtan, je ne vais pas t'arrêter, mais mets-nous le plein écran, il y a le robot qui cache la courbe. Paf, voilà. Et voilà, là on l'atteint environ 1 seconde et demie. Ok. Et on l'atteint en vrai, alors qu'avec KP, on n'arrivait pas à atteindre le 90, c'est ça? C'est qu'on arrivait à l'atteindre, mais plus lentement.
si vous voulez, par exemple, donc là maintenant, on va faire un petit peu une comparaison des deux, d'accord? Donc, je vais mettre KD à 0. Qu'est-ce que ça fait KD à 0? Ça fait que j'ai juste un correcteur proportionnel, ok? Vu que mon coefficient KD est à 0, c'est juste un correcteur proportionnel. Donc on va juste en fait regarder la différence des deux, ok? Grâce au graphique. Parfait. Donc, on voit que voilà, il démarre, hop, et il arrive, allez, 91, on va dire que c'est bon, d'accord? Il faut aussi lui laisser une petite marge d'erreur. Hein, on ne vit pas dans un monde parfait. Donc, bon, là en l'occurrence, on atteint la consigne en 1 seconde et demie aussi. Ok. Si je mets mon coefficient dérivé, normalement ça devrait être plus rapide. Bon, bah, bien sûr, quand on fait la démo en direct, c'est la même chose. mais en gros, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que quand on met le coefficient, quand on met le correcteur dérivé en place, c'est qu'en fait, on atteint la consigne plus rapidement. Bon, là en l'occurrence, la démo n'est pas très parlante. Mais je vais essayer avec 45. Je pense qu'avec 45 degrés, ça devrait marcher un peu mieux. Donc là, vous voyez qu'il a du mal à atteindre la consigne, donc je vais baisser un petit peu KP. Ah non, mais regardez, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai oublié de réinitialiser le capteur, voilà, l'angle de lacet. Donc là, par exemple, pour 45 degrés, on atteint en 1 seconde, grâce au correcteur proportionnel dérivé. Si je mets que le correcteur proportionnel, là, ma consigne, vous voyez, déjà, j'ai quand même plus d'erreurs. On va dire que c'est à peu près ici, on l'atteint. Enfin voilà, on s'y rapproche, disons. On s'y rapproche à 1 seconde 30. Puis je pense qu'on l'atteint plus aux alentours de 1 seconde et demie, 2 secondes normalement. Bon. En gros, c'est ça. C'est ça comment, voilà, comment implémenter des contrôleurs pour vos robots pour qu'ils soient plus rapides et plus précis. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que toute cette chaîne-là pourrait devenir un bloc? Ouais, exactement. En fait, l'idée après, c'est d'en faire des blocs. Et puis, là, ici, tu peux créer des blocs. Et puis, tu vas pouvoir lui mettre comme entrée, par exemple, ta consigne. Ensuite, une autre entrée où on peut mettre le KP, par exemple, et une autre, le KD. Et comme ça, pour chaque fois que tu veux faire un virage, tu vas pouvoir avoir des consignes et des coefficients différents. Excellent. Et donc, il va y avoir une série de vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines, justement sur les contrôleurs PID. On va sortir ça sur YouTube pour un petit peu initier le monde de la compétition avec ça. Parce que grâce à ça, vous allez gagner des secondes précieuses. Ça, moi, j'ai plus une question pour Alain, parce que j'ai l'habitude de parler avec Gaëtan. On parle de programmation, mais je suis curieux de savoir, toi, comme prof, est-ce que tu prévois d'utiliser ça? Est-ce que tu vois les avantages? Est-ce que tu penses que t'es au primaire toujours, c'est ça? Oui, bien c'est ça. Moi, j'ai des élèves de 6e année.
Ça me surprendrait que je puisse utiliser ça cette année avec les élèves que j'ai. Mais parfois, j'ai vraiment des petits vites qui pourraient comme pouvoir comprendre ça, puis de pouvoir s'amuser un petit peu là, parce qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs là, dans le copier puis dans le coder, là, dans le fond, C'est exactement ce ça. que Ça, je c'est... comprends. Ouais, d'ailleurs, je peux te donner une technique, en fait, c'est que au début, pour trouver les bons coefficients, en fait, on va commencer par trouver le KP. Donc, on va mettre le KD à OK. 0. Donc là, nous, on a juste un correcteur proportionnel dérivé, mais on peut avoir un PID complet, donc avec une composante intégrale. Mais là, dans le cadre du colloque, là, on n'a pas fait la composante intégrale. Donc, on met ça à 0, et on fait augmenter KP, en fait, jusqu'à ce que le robot devienne instable. Donc, instable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'arrive plus à atteindre la consigne. C'est-à-dire que quand il s'en rapproche, hop, il s'en éloigne et tout, parce que le coefficient est trop élevé. Une fois qu'on l'a, on le réduit un tout petit peu, et ensuite, on commence à augmenter KD tout tranquillement, pour voir lequel est le meilleur. Et sachant que il faut faire attention avec KD, parce que s'il est un peu trop élevé, ben, le robot risque d'être instable. Tout tranquillement, et tu commences à quelle valeur? Oh, tu C'est quoi les commences, valeurs initiales de KP et KD? tu peux mettre... alors KP, tu peux commencer à 0,5, disons. On peut faire après 1, 1,5, 2. Si c'est instable, tu regardes entre 1,5 et 2 comment ça se comporte. Et puis pour KD, on peut commencer à 0,1. KD, c'est assez rapide. Et je sais pas si tu avais fini, Alain. Vas-y. Ben, j'allais dire qu'il y a quelques années, avec des élèves forts, on avait essayé de travailler avec les variables. Je pense que j'avais jasé peut-être un peu avec Yann à ce moment-là. On avait travaillé très, très fort là-dessus cette année-là. Entre autres, on voulait, avant un match, aller réinitialiser nos capteurs de couleurs, puis de prendre la valeur la valeur, dans le fond, détectée par nos capteurs pour les entrer dans des variables et après ça, pouvoir utiliser ces variables-là dans la sortie 1, dans la sortie 2 ou dans la sortie 3. Et je me souviens d'avoir eu beaucoup de difficultés de partager cette valeur-là d'un programme à un autre. On avait comme abandonné cette idée-là là, parce qu'on avait travaillé une bonne partie de la saison avec ça. Puis à chaque fois qu'on voulait comme partager ces informations-là, on avait beaucoup de problèmes de connexion là, ou de bugs comme informatiques. Là, je ne me souviens plus exactement des messages d'erreur qui apparaissaient, là, mais il y avait beaucoup de pépins dans l'attribution des variables. Ouais, donc là, par exemple, avec Spike Prime, c'est pareil, les variables ne communiquent pas entre les différents programmes. En fait, avec Spike Prime, tu peux... En fait, l'idée, c'est que tu peux utiliser un seul projet et mettre plusieurs programmes dedans. D'accord? Et tu peux, par exemple, demander au programme de démarrer suivant qu'il se passe certaines choses ou pas. Par exemple, si tu appuies une fois sur la flèche de droite, c'est ce programme qui va démarrer. Une fois sur la flèche de gauche, c'est celui-là qui va démarrer. Ou si tu lui présentes des couleurs et qu'il arrive à lire les couleurs, tu vois, tu peux le faire démarrer comme ça. Parce que c'est ça, en fait, t'as ton environnement, ici, comme on voit. Et si tu fais un nouveau projet, ben en fait, l'environnement va changer. Donc les variables, elles suivent pas. C'est ça, hein? Donc c'est un petit peu le même problème, mais je sais pas, sur Scratch comme ça, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile d'avoir plusieurs programmes à côté. Tu vois, là, J'allais te proposer ça aussi. j'ai décidé, j'ai décidé de compléter notre, comment dire, notre correcteur proportionnel en un correcteur proportionnel dérivé, mais j'aurais pu très bien le dupliquer, et puis je peux très bien faire un proportionnel et un proportionnel dérivé à côté, tu vois, et puis choisir quand est-ce que je veux l'un ou l'autre. Et ça veut dire pas de bug dans ton programme. Si tu le démarres une fois au début, Ouais. et puis c'est Alain, si tu regardes tes capteurs au début,
Tu lancerais le programme une seule fois, puis après tu choisirais quelle mission tu vas refaire avec des boutons. Ou alors Fait que l'idée, dans le fond, dans le fond, si j'ai un match de 2 minutes 30, ça serait peut-être le projet 1. Puis dans projet 1, j'aurais la première sortie, la deuxième sortie, la troisième sortie. Et là, je pourrais passer d'une sortie à l'autre avec les flèches ou bien, par exemple, avec des capteurs de couleurs. Je pourrais lui dire, lance le programme rouge, le programme bleu, le programme vert. Ouais, exactement, ça avec des marche. capteurs de couleurs. Sinon, il y a une autre solution à ton problème, c'est en fait, c'est de finalement, à chaque fois que tu lances un nouveau projet, ben, c'est de faire l'étalonnage de tes capteurs. Donc, je sais pas comment vous faisiez l'étalonnage des capteurs. Dans le fond, on a créé comme un petit programme là, où on envoie le minimum de lumière sur la ligne noire, puis le maximum sur la ligne blanche, puis Ah ouais, ok. Ouais, d'accord. on lance un genre de petit programme là, qu'on a fait là, pour étalonner les capteurs en début de séance de pratique ou de match. Mais ce que j'aurais souhaité à l'époque, c'est que si j'ai un capteur qui voit, je ne sais pas moi, dans certains cas, il va voir 2 sur du noir. Dans d'autres cas, ça va être 4, des fois, ça va être moins 2. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est que cette valeur-là, une fois étalonnée, puisse entrer dans une variable et que là, cette variable-là soit exportable dans ma sortie 1, ma sortie 2, ma sortie 3, parce que j'ai utilisé, par exemple, les capteurs de couleurs à divers moments. Je vais te proposer d'essayer de travailler avec des fichiers sur la brique V3, peut-être. Je me rappelle qu'on en avait parlé. Oui, puis c'est ça, avec Yann, là, on avait tenté là, de faire des trucs, puis on était arrivé à des choses intéressantes, mais quand on voulait passer d'une sortie à une autre, là, on avait beaucoup de pépins Ouais, d'attribution de variables. Fait qu'on avait comme abandonné l'idée parce que là, le festival approchait, puis on se disait c'est trop stressant, il y aurait trop de travail, puis là, la saison achevait, puis on a comme abandonné cette idée-là. Puis après ça, ben, j'ai perdu ce groupe d'élèves-là qui ont gradué, puis l'année d'après, ben, on a comme passé à une autre idée. Là, je me disais, je ne suis pas certain que les élèves vont être en mesure de faire ça. Là. J'avais eu une année avec des élèves un peu particuliers, là, donc je m'étais comme payé la traite en programmation, mais c'est pas toujours comme ça à chaque année. Tu sais. Mhm. Et après, une solution, ça serait peut-être de récolter donc les valeurs au début, comme tu disais, de les garder écrire sur un papier, et puis en fait, dans tes blocs, ben là, tu vas pouvoir mettre la valeur que tu as trouvée, et puis comme ça, tu peux avoir plusieurs projets. Et vu que dans chaque projet, ben, tu utilises tes blocs, tu vas pouvoir remettre la valeur de l'étalonnage dans chaque bloc, tu vois. Ça ne marche pas s'il Je veut suis le pas faire sûr. dans le 2 minutes 30. Non, mais Ouais, tu, c'est ça. ouais, mais tu le fais, ça, tu le fais avant le match, l'étalonnage. Ouais, mais quand tu t'envoies ton programme à la dernière minute sur ta brique, tu Ouais. modifies. Ouais, tu modifies juste les valeurs Ouais, puis avant le je suis match. pas certain. Est-ce qu'on a le droit d'amener un ordi à la table juste avant le match? Non, mais ouais, non, je comprends. Ok. Mais tu aurais pu le faire par Ça exemple serait pendant les. embêtant. Ouais, tu aurais pu le faire par exemple, tu sais, le matin, et puis Oui, le matin, c'est ça, dans les ouais, séances de pratique. en supposant que la lumière ne change pas trop. Mhm. Ouais. Mais généralement, c'est ça. On se laisse toujours une marge d'erreur, entre autres avec le capteur de couleur. Là, c'est rare que quand mon capteur voit 2, on s'arrange tout le temps pour tourner, pour s'arrêter, par exemple, quand on va voir 4. Là, on fait juste s'assurer, dans le fond, que autour de cette ligne-là, il n'y a pas d'autres couleurs trop foncées qui pourraient induire notre robot en erreur. Là, mais ça, il y a toujours moyen de contourner ça en faisant avancer le robot, puis en lui faisant pas détecter tout de suite la ligne. Là, mais quand on est rendu dans une portion plus claire du tapis, mais là,
à partir de ce moment-là, là, on lance peut-être la détection de lumière réfléchie. Mhm. Fait que ça, il y a moyen là, de contourner un peu ce problème-là, mais j'aurais vraiment souhaité pouvoir, à ce moment-là, là, utiliser la valeur détectée, mettre ça dans une variable, puis de pouvoir lire cette variable-là, dans le fond, puis que ça puisse aller écrire la valeur dans tous les autres blocs qui vont suivre. Tu sais. Mhm. Ben là, ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, je vois que l'idée de mettre tous les programmes dans le même projet, et puis Ouais. de faire une condition de départ de ton robot. Donc, par exemple, tu lui dis, quand ton robot est prêt à partir, par exemple, tu appuies sur la flèche de droite, et pour savoir quel programme il doit lancer, ben, tu lui fais lire une couleur. Tu vois. Mhm. Il y a des... Voilà. Mais sinon, c'est vrai que là, c'est pas fait pour en fait que les variables communiquent entre les différents projets. Que- Je vais réfléchir encore, Alain, voir si je trouve une solution Mm. avec V3 et V3 Classroom, avec les blocs Scratch. Est-ce que tu essayes Scratch avec V3 cette année? Ben, là, c'est ça. Présentement, je pense que je vais manquer de temps pour travailler avec Scratch, là, avec les élèves cette année. Mais éventuellement, c'est sûr que je veux passer à Scratch. Mais je pense que là, mon matériel présentement, pour essayer de gagner un petit peu de temps, là, ça va être de réutiliser les outils des années dernières que mes élèves, c'est dans moi, ce que je fais pour gagner du temps, souvent, c'est qu'on part du RoboBox qu'on a depuis quelques années, qu'on améliore à chaque année. Puis là, je propose ce robot-là aux élèves, puis les élèves, ils font juste comme construire des accessoires qu'on ajoute au robot. Mhm. C'est un peu le même principe avec les programmes. Quand on a amélioré un petit programme une année, ben, j'essaie de récupérer le programme de l'an passé, de coacher les élèves avec ce programme-là. Puis là, souvent, les élèves vont dire, ah ben, on a trouvé une amélioration à ce programme-là. Fait que d'année en année, tu sais, j'essaie de, comme je perds mes élèves, j'essaie au moins de récupérer mon matériel au niveau du Mhm. robot puis au niveau des programmes. Tu sais. Bien sûr, on voit pas à chaque fois quand... Ça, c'est vraiment en programmation, de toute façon, on va pas refaire le monde à chaque fois. Il faut vraiment utiliser ce que les Ouais. autres ont déjà fait. Et c'est pareil pour les librairies, les bibliothèques et tout. C'est vraiment ça qu'il faut faire en Mhm. programmation. Donc c'est vraiment bien que tu aies mis ça en place, ouais. Parce que sinon, si à chaque fois, chaque année, tu dois recommencer de zéro, c'est compliqué. Ouais, ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient impossible avec Ouais. le temps qu'on a, là. Effectivement. OK. Bon, bah, excellent. Gaëtan. Eh ben, avec plaisir. Et puis donc, ouais, comme je vous disais, là, on a une série de plusieurs vidéos qui va sortir sur YouTube et qui va vraiment expliquer comment est-ce qu'on met en place des contrôleurs PID pour chaque capteur. Donc, au début, on va juste commencer avec l'asservissement d'un moteur, tout simplement. Ensuite, on va faire un contrôleur avec le capteur de distance pour savoir comment le robot il peut s'arrêter rapidement et précisément à une bonne distance. Ensuite, avec le capteur gyroscopique aussi. Et puis ensuite, le capteur de couleur. Et voilà. Dis-moi, Gaëtan, est-ce qu'on a Oui. moins d'affolement, de drift avec Spike qu'avec EV3? Parce que Avec le je capteur sais que gyroscopique. parfois... Ouais. Ouais, il est vraiment, là, il est vraiment stable. Ouais. OK. Il bug pas comme le V3. Ouais. Ouais, parce que ça, des fois, il nous fait des belles surprises. Là. Ça aussi, on a travaillé très fort là, pour Mhm. se faire un petit bloc là, de programmation pour réinitialiser le capteur puis d'attendre qu'il se remette à zéro. Mhm. On a vraiment travaillé fort là, il y a 2 ans là-dessus. Ouais. Non, là, il est beaucoup plus stable et en fait, il est intégré à la brique programmable. OK. Donc, c'est plus un capteur séparé, il est vraiment intégré dans la brique programmable. OK, dans la boîte. Ouais. Et puis, il est 3 axes. Donc, c'est sûr que pour les compétitions, c'est peut-être pas très intéressant le 3 axes. Mais
Mais développer un je- pilote pour... d'avion. Ouais, c'est ça. Pour d'autres Ben, utilisations en classe, ça peut être intéressant. ouais. Ben, moi, dans le fond, j'avais pensé à cet axe, à l'axe de, c'est-tu le tangage quand ça monte et ça descend? Ouais, Mm. oui, L'année que le oui. robot devait monter sur un pont là, pour s'arrêter. J'y Ah, pensais c'est aussi, ça, ouais. c'est ça. Ouais, ça c'était. En tout cas, ça aurait été génial pour ça, là. Exactement. Ça a été vraiment pratique. Ouais, effectivement. Pour s'arrêter quand tu redeviens plat. Ouais. Mm. Après, c'était Ouais. possible de le faire avec les capteurs EV3, hein. Il fallait juste le mettre Ouais, le mettre dans dans un l'autre sens sens. différent. Oui, ben c'est ça, effectivement, il y avait moyen là, de Ouais. changer le sens. Et je me souviens aussi de l'année où on devait passer dans des obstacles. C'est vrai, ouais. Il y avait des obstacles qui étaient sur la partie sud du tapis. Mhm. Il fallait que le robot se rende à un endroit. Là, je me souviens plus exactement c'était quoi, mais C'était la mission euh, les cratères lunaires, non? C'était quelque chose comme ça, hein. ouais, Ouais, il y avait ça. Ouais. ouais, Fait que ça a ça, été. effectivement. Ah, ben, Bon, c'est quand même intéressant. Moi, ça. mais en tout Je cas, te à dirais que ça explorer. m'inquiétait un petit peu. Excusez. Non, non, vas-y, vas-y. On a eu un petit bug de Ben, c'est ça, décalage. j'allais dire que à chaque fois que j'écoutais des tutoriels sur le PID, je me disais que c'était trop complexe là, pour mes élèves de sixième année, mais avec les explications que tu viens de nous donner, dans le fond, sur le côté proportionnel, C'est ça. que moi, j'utilisais un petit peu avec les élèves, mais là, rajouter juste l'élément dérivé à ça, je pense que c'est intéressant quand même là, pour des élèves forts. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de peut-être pas commencer avec un PID complet, parce que déjà, un PID complet, même dans la vraie vie, dans l'industrie, très rarement on utilise des PID au complet. Euh, Ça va surtout être dans l'industrie aérospatiale, en fait. Mais des correcteurs proportionnels simples, souvent, c'est très largement suffisant. Et si on veut ajouter un petit peu de rapidité, un petit peu de précision, on peut ajouter la composante dérivée. Mais c'est ça, c'est faire une étape à la fois. On commence par proportionnel, une fois qu'ils ont bien compris. Parce qu'en fait, c'est assez simple, hein, c'est juste des multiplications, des additions. Et puis les dérivés, des soustractions. Donc c'est quand même assez simple. Et donc, Ouais, je trouve t'inquiète pas, ça il y a... formidable de l'introduire. Je trouve ça formidable de l'introduire ici. Moi, je l'ai fait avec mon équipe FRC l'an dernier, en Mhm. fait. Et les PID, c'est quelque chose que moi, j'ai eu du mal à comprendre à l'université, tel qu'on nous l'a enseigné. Ouais. Puis en regardant le tuto FLL de Gaëtan, j'étais capable de le comprendre et de l'expliquer à mon équipe FRC au secondaire. Donc, je pense que c'est C'est ça, carrément parce que intéressant. on voit Ouais, ça, les ouais. PID à l'université, on veut faire croire que c'est compliqué. En fait, c'est des opérations juste de base. Mhm. Après, ce qui est compliqué, voilà, c'est comment dire, c'est l'optimisation. Ça, on le voit pas parce que voilà, c'est comment trouver KP et KD de façon optimisée. Ça, c'est trop compliqué. Donc là, nous, on fait ces erreurs. Mais voilà. Mhm. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Et de toute façon, tu t'inquiètes pas, il y a des vidéos tutos là qui vont sortir, qui sont pas mal bien expliquées aussi. Enfin, j'espère, tu me diras, et qui vont, je pense, bien aider à comprendre comment ça marche. Puis voilà, en y allant par étapes, proportionnel. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis ça leur montre aussi la programmation dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, on va chercher à faire des choses comme ça. Par exemple, les PID, c'est partout. Mhm. Les PID, c'est dans les comment dire euh, dans les thermostats, dans un tapis de course, si tu veux. C'est dans un tapis de course, c'est dans les comment dire les régulateurs de vitesse sur les voitures. C'est partout, partout. Mhm. Ben Donc ouais. ouais, voilà, je trouve ça super intéressant. Ouais, tout à fait. Bon, bah excellent. Et t'es vraiment un très bon pédagogue. Est-ce que tu as déjà enseigné? Non, 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 j'ai jamais enseigné, mais comme tu sais, ça fait un petit moment que je fais des ateliers de robotique là dans les classes. Enfin là, j'ai arrêté maintenant, mais non, j'ai jamais enseigné. Ah ben, t'as ça dans le sang. Je Bon, mais sais pas merci. si tes parents ou si tu as une lignée de pédagogues ou en tout cas, t'es vraiment bon. Ok, bah excellent, bah merci beaucoup. Non, non, mais mes parents sont pas du tout dans l'enseignement. Mais non, c'est ça, bah, j'ai appris ça grâce à la robotique, hein. Donc voilà, Mhm. comme quoi. Bon, ben je vais arrêter l'enregistrement, hein.
Et puis parce que là, on a dépassé un petit peu, Recording stopped. on va peut-être retourner dans la salle.